Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, ce sera Telle fille, tel père de Laurence Bloch. Ils se sont jetés sur Carole Butler quelques minutes avant minuit, à 150 mètres à peine de chez elle. Ça ne serait jamais arrivé si son père lui avait acheté une voiture. Carole avait pris l'autobus, elle était descendue à 200 mètres de sa maison et elle avait marché 50 mètres environ avant qu'un homme, grand et mince, avec un chapeau rabattu sur les yeux, surgisse et lui demande l'heure. Elle était sur le point de lui dire d'aller s'acheter une montre quand un bras l'enlaça par derrière et un mouchoir humide se colla sur sa bouche et sur son nez. L'odeur était celle d'une salle d'hôpital. Elle entendit des voix faiblement, comme venant de très très loin. Pas trop longtemps, faut pas la tuer. Quelle différence, maintenant ou après? C'est comme si elle était déjà morte. Si tu la tues maintenant, elle pourra pas donner le coup de fil. Il y eut d'autres paroles, mais elle ne les entendit pas. Le chloroforme faisait déjà son effet, et elle se laissa aller, molle, inconsciente. Tout d'abord, quand elle revient à elle, étourdie, faible et avec la nausée, elle croit qu'on l'a emmenée dans un hôpital. Puis, elle se rend compte que c'est seulement l'effet du chloroforme. Sa tête semble baignée dans du liquide. Elle respire régulièrement, aspirant, expirant, parfaitement immobile, les yeux clos. Elle entend les deux mêmes voix qu'auparavant. 100 000 répète à plusieurs reprises l'une des voix. Attends encore une heure, laisse-le transpirer un peu, et puis téléphone et dis que ça lui coûtera 100 000 $ s'il veut revoir sa fille vivante. Après, on le laissera encore mijoter 2 bonnes heures. Mais pourquoi laisser traîner? De toute façon, on est obligé d'attendre l'ouverture des banques. Demain à 9 h. Il va pas avoir 100 000 $ comme ça chez lui. Si on y met le temps, il restera sur le grill jusqu'à demain matin. Et d'ici là, il n'osera pas appeler la police. Ouais, on verra ça après, dit le plus jeune. On dirait qu'elle se réveille. Carole joue son rôle, faisant de grands efforts de cils, bâillant, s'étirant. S'étirer est quand même difficile quand on est attaché sur une chaise. Oh, où suis-je? Dit Carole. En fait, elle pourrait répondre elle-même à sa question. Elle se trouve, à en juger d'après les apparences, dans une cabane particulièrement sordide. La cabane en question semble assez près d'une autoroute, d'après le ronflement égal qui flotte dans la pièce. S'il lui fallait deviner, elle situerait l'endroit quelque part en dessous de l'extrémité sud de la cité, probablement à quelques 100 mètres de l'autoroute 130, près du canal. Il y a un tas de baraques de pêche par là, se rappelle-t-elle, et il y a gros à parier qu'il s'agit de l'une d'entre elles. « Restez tranquille, Carole, » dit l'homme maigre. « Si vous êtes bien sage, il vous arrivera rien. » Vous m'avez kidnappé? Restez simplement tranquille. Carole hurle de joie. Mais c'est terrible! Vous m'avez vraiment kidnappé, mais c'est formidable! Est-ce que vous avez téléphoné à mon vieux? Non. Est-ce que vous me laisserez écouter quand vous téléphonerez? Carole a un petit rire. Oh, je donnerai n'importe quoi pour voir la tête qu'il va faire quand vous lui direz. Ça va lui faire un de ses coups. Il s'en remettra pas. Les deux hommes la regardent bouche bée. Le plus jeune, Ray, intervient. Ça a l'air de vous rendre plutôt gai. Oh, c'est la chose la plus excitante qui me soit jamais arrivée. Mais votre père, j'espère que vous allez lui demander une sacrée rançon, continue Carole. C'est le vioc le plus radin de la terre. Il donnerait pas 10 cents pour voir un homme traverser les chutes du Niagara. Combien vous allez lui demander? T'occupe pas, dit l'homme maigre qui s'appelle Howie. J'espère seulement que c'est suffisant, hein, parce qu'il a les moyens. L'homme maigre sourit.
Qu'est-ce que vous diriez de 100 000 $, Carole? 100 000 $? Ouf, c'est pas assez. Il peut se permettre beaucoup plus que ça. Il est très très riche, vous savez, en dépit des apparences. Il passe son temps à gérer son argent. Et quand il doit dépenser, il marchande pour encore économiser sur la vraie valeur des choses. Non mais, 100 000 $, c'est quand même une coquette somme, non? Carole secoue la tête. Pas pour lui. Il peut donner beaucoup plus. Mais c'est pas sa fortune qui est en jeu, mais les liquidités qu'il peut avoir. On veut pas laisser cette affaire traîner. Il faut que demain tout soit réglé. Carole réfléchit une minute. Alors, vous signez votre arrêt de mort? Lance-t-elle effrontément. Ray s'approche d'elle. Hé, fais attention à ce que tu dis, gamine, hein? Laisse tomber, intervient Howie. Non, moi je veux savoir, qu'est-ce que tu racontes, hein, sale gamine? Carole lève les yeux vers lui. Oh, mais je prétends pas vous dicter ce que vous avez à faire, dit-elle. C'est quand même vous les kidnappeurs. Et si vous vous faites pincer, ça risque de mal se terminer pour vous. Ouais, plutôt mal. La chaise électrique, répond cyniquement Ray. Dur, en effet, dit Carole. C'est pour ça que j'ai quand même une idée pour vous. T'as une idée? Eh ben, on t'écoute, ma jolie. Voilà. Tout d'abord, je crois pas que vous devez attendre demain que les banques ouvrent. Papa est médecin, et je sais qu'on le paye très souvent en liquide. De l'argent qui met jamais à la banque, qui n'est jamais enregistré dans les livres de compte à cause des impôts, vous voyez. Depuis des années, il le met directement dans le coffre-fort à la cave. Il pourra jamais avouer aux flics l'origine de son argent disparu, donc l'affaire ne sera jamais ébruitée. Les deux kidnappeurs la regardent, se regardent, et la regardent de nouveau. On le déteste drôlement, son papa, hein, pour dire des choses pareilles. Il veut même pas que j'ai ma voiture. Alors c'est sous, hein. C'est pas la peine qu'il dorme dans le coffre, autant que ça fasse plaisir à quelqu'un. 150 000 $, hein? Oui, ça me semble un bon prix. Je crois que je vais appeler maintenant, dit l'homme maigre. Je serai de retour dans une demi-heure. Ray va prendre soin de vous, mademoiselle Carole. Howie fait signe de la main et quitte la pièce. En même temps que Howie, quittons Ray et Carole pour reprendre leur conversation dans quelques instants. Volontiers, et ce... Quand mon père vous donnera les 150 000 $, vous me laisserez partir? Vous n'allez pas me tuer, hein? Je suis encore jeune, j'ai encore envie de m'amuser. Tiens, vous voulez que je vous montre les tours de prestidigitation que je fais? Sauf qu'il faut que vous me détachiez, sinon je pourrais pas vous les montrer. Hé, mignonne, faudrait pas que tu me fausses compagnie, hein? Bon, allez, je te détache, mais n'oublie pas que je t'ai à l'œil, hein? Dit Ray en faisant tourner son revolver autour de son pouce droit. Quelqu'un frappe à la porte. C'est moi, oui. T'inquiète pas, oui, je la lâche pas des yeux, dit Ray en allant lui ouvrir pour expliquer que Carole n'est plus attachée à sa chaise. Howie ferme la porte, tourne la clé et allume une cigarette. Ça va bien, Ray, tu prends tes responsabilités. Bon, ça a marché comme sur des roulettes, lance-t-il au milieu d'un nuage de fumée. Qu'est-ce qu'il a dit, mon père? D'abord, il a failli avoir une crise. Il arrêtait pas de dire qu'il fallait pas vous faire du mal, qu'il paierait si seulement on vous relâchait. Il pleurait en disant qu'il vous aimait et tout et tout. Un peu mélo, la scène. Oh, magnifique! Éclate de rire Carole. Quand je lui ai dit que je voulais 150 000 $ en petites coupures et pas en série de billets neufs qui se suivent, il a commencé à me parler de la banque. Mais je lui ai dit, hé là, papy, ce que t'as à la cave, tu crois pas que ça pourrait servir? Alors là, il a plus pipé un mot. On est d'accord, papy, que je lui ai dit, pas de problème.
Pour nous, c'est impec, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de revendre en bloc le fric du kidnapping au type de l'Est à 80 cents le dollar. On liquidera les 150 000 $ et sans bavure. Achève Howie, visiblement content de lui. Vous vous êtes arrangé pour la remise de la rançon, monsieur? Non, j'ai dit que je le rappellerai dans 1 heure. Tout marche si bien que ça finit par m'inquiéter. J'ai envie d'en finir le plus vite possible. Carole reste silencieuse pendant un long moment. Howie veut en finir et, sans aucun doute, ne rien laisser au hasard. Inévitablement, il va s'occuper d'elle pour faire les choses proprement. Ce qui signifie qu'en guise de conclusion, il a probablement l'intention de se servir de l'automatique noire qu'il porte à la ceinture. Carole demande négligemment « Et pour l'argent, monsieur, vous allez le prendre comment ?» « C'est pas encore fait, » dit Howie d'une voix qui laisse percer l'inquiétude. Carole réfléchit un moment. Vous savez, monsieur, si on n'est pas loin de l'extrémité sud de la ville, je connais un endroit parfait. Ah oui? Quel endroit? Demande Howie. Carole le lui dit. La passerelle au-dessus de la route 130, aux abords de l'autoroute. Il pourrait faire venir son père jusqu'à la route, lui faire jeter l'argent par-dessus la passerelle quand il serait arrivé, et filer tranquillement à son nez et à sa barbe. C'est pas mal, ça, dirait. Ouais. T'as trouvé ça toute seule, ma toute belle? Eh ben, en fait, j'ai pris l'idée dans un film que j'ai trouvé sensationnel. Eh oui, on devrait l'embaucher, lancerait enthousiaste. C'est vrai qu'elle pourrait avoir sa place dans un gang. Dommage. Quand Howie annonce qu'il va donner le second coup de fil, elle lui demande de l'accompagner. Laissez-moi lui parler, supplie Carole. Je veux entendre sa voix, je veux entendre comment il est en pleine panique. Il est toujours si froid pour tout, si content de soi et supérieur. Je veux voir ce que ça donne quand il est en transe. Je le convaincrai que vous êtes acharné et dangereux. Je lui dirai que je sais que vous me tuerez s'il ne veut pas nous aider. Mais je suis sûr que vous me laisserez revenir directement chez moi dès que la rançon sera payée, pour ne pas mettre la police sur le coup. Ouais, ça a l'air correct tout ça, mais c'est une idée, ah oui, dirait. Comme ça, il saura qu'elle est toujours vivante. Non, je crois que la gosse a une bonne idée, là. Ils discutent encore un moment, puis Howie accepte. Ils montent tous les trois devant dans la voiture de Howie pour aller téléphoner. Howie se charge du coup de fil et parle pendant quelques minutes, expliquant où et comment la rançon doit être livrée. Puis il tend l'appareil à Carole. « Oh, papa !» sanglot-elle. « J'ai peur. Papa, fais tout ce qu'ils te disent. Ils ne reculeront devant rien. Ils me font peur. Je t'en supplie, donne-leur l'argent. » Il est 3h30 du matin quand Howie s'apprête à aller chercher la rançon. « Ouais, je devrais être de retour dans 1 heure à peu près. Si tu me vois pas revenir, t'inquiète pas. Ils ne peuvent m'avoir que mort, et si je suis mort, t'as pas besoin d'avoir peur qu'ils te découvrent. Faut juste que tu t'occupes correctement de la gamine. Tu vois ce que je veux dire? Et après, tu files. Ok, oui, mais il n'y aura pas de pépin. On sait jamais, petit. T'as ton revolver? Ouais, sur la table, tu devrais le garder sur toi. Je suis là dans 1 heure. Il se serre la main à hauteur de visage pour se donner du courage. « Bonne chance !» lance Carole derrière lui. Howie s'arrête et la regarde. Son visage a une expression étrange. « Ouais, dit-il finalement. Bonne chance, bien sûr. Merci. » Quand Howie a refermé la porte, Ray se tourne vers Carole. Vous n'auriez jamais dû parler au téléphone. Je veux dire, je crois que c'était une bonne idée, mais vous avez vu comment Howie vous a attaché maintenant? Moi, j'aurais serré moins fort, mais on voit pas les choses de la même façon, lui et moi. En un sens, Howie est ce qu'on pourrait appeler un drôle de type. Tout doit marcher parfaitement, vous voyez ce que je veux dire? Il n'aime pas laisser les choses au hasard. Dites, Ray, vous pourriez me détacher? Ça fait mal.
Je sais pas si je dois. Mais au moins desserrez les cordes. J'ai déjà les doigts engourdis, ça fait très mal. Ray, s'il vous plaît. Il la détache. Dès qu'elle est libre, il va vers la table, rafle le revolver, le glisse sous la ceinture de son pantalon. Je lui plais, se dit Carole, je suis sûr que je lui plais. Lui, il n'a pas l'air d'avoir l'intention de me tuer, mais il n'a pas l'air non plus d'avoir confiance en moi. Il est bien trop émotif pour avoir confiance en qui que ce soit. Est-ce que je pourrais avoir une cigarette, s'il vous plaît? Demande Carole. Hein? Une cigarette? Ouais, bien sûr. Ils fument tous les deux en silence. Ça ne va pas marcher, pense-t-elle, au train où vont les choses. Elle l'a amené à la croire, mais ça ne semble pas être suffisant. Ah oui, et le cerveau, et le patron. Et ah oui, dira de la tuer. Écoutez, Ray, laissez-moi vous dire quelque chose. Je vous aime beaucoup, mais pour vous dire la vérité, ah oui, me fait peur. Ah ouais? C'est vrai? Oui. J'ai joué franc jeu avec vous et je crois que vous avez fait pareil avec moi. Ray, vous avez assez de jugeote pour vous rendre compte que vous auriez intérêt à me laisser partir. Il n'a pas de jugeote du tout, pense Carole, et si je le flatte, il en aura encore moins. Mais, ah oui, est différent de vous et de moi. Je sais qu'il veut me tuer, j'en suis sûre, Ray. Elle lui prend le bras. Si je suis vivante, papa ne parlera de rien. Il peut se permettre de perdre 150 000 $. Mais si vous me tuez... Ouais, je sais. Supposez, Ray, supposez que vous me laissiez partir. Quoi? Après la remise de la rançon? Non, maintenant. Avant qu'Owen revienne. Ça lui sera égal à ce moment-là, il aura l'argent. Vous me laissez partir, et alors tous les deux, vous emportez l'argent et vous quittez la ville. Personne ne saura jamais rien. Je dirai à papa que vous m'avez relâché. Et il sera si heureux de me retrouver et si effrayé par le fisc qu'il n'en dira jamais rien. Allez, Ray, laissez-moi partir avant qu'Owen revienne. Il réfléchit pendant un long moment et Carole devine qu'il veut bien. Mais il lui dit « Ah, je sais pas, ah oui, il serait pas content. » Mais vous n'avez qu'à lui dire que j'ai réussi à m'emparer de ce gros cendrier, là, et que je vous ai assommé par derrière. Que c'est lui qui m'avait mal attaché, et que je me suis libéré. Bon, bien sûr, il sera en colère, mais qu'est-ce que ça peut faire? Du moment que vous aurez l'argent. Enfin, Carole, il croira jamais que vous m'avez frappé. Ah, vous avez été gentil. C'est vrai, la première fois que Howie a été téléphoné, vous avez vraiment été gentil. Je vais vous dire quelque chose, Carole. L'idée de vous tuer me chiffonnait. Et vous avez raison au sujet de Howie. Bon, allez, d'accord. Donnez-moi un coup derrière l'oreille, un bon coup, mais pas trop fort quand même, hein? Et il lui tend son revolver. Elle retourne l'arme dans sa main, arrondit son index sur la détente et pointe l'arme droit vers le cœur de Ray. Ses yeux sortent de ses orbites et sa bouche s'ouvre démesurément. Il la regarde, hébété, sans dire un mot. Elle tire 2 fois en pleine poitrine et le regarde tomber lentement sur le sol. Mort. Quand la voiture de Howie s'arrête, Carole est prête, tapis près de la porte, l'arme à la main. Il ouvre la porte, criant joyeusement « Tout a marché comme sur des roulettes, Ray, comme sur... » La vue du cadavre de Ray l'interrompt. Il fait volte-face et n'a que le temps de voir le doigt de Carole appuyé sur la détente. Elle lui vide le chargeur dans le corps. 4 balles, l'une après l'autre, et toutes l'atteignent et accomplissent leur besogne. Il finit par tomber et meurt dans un râle convulsif. Elle lui enlève le sac de la main avant que le sang ne le tache. Ce qu'il lui reste à faire n'est pas trop difficile. Elle prend la corde qui a servi à l'attacher et la frotte d'avant en arrière sur le pied de la chaise jusqu'à ce qu'elle s'use. Derrière la cabane, elle trouve une remise à outils. Elle prend une pelle, creuse un trou, pas trop profond, laisse tomber l'argent dedans et comble le trou. Ensuite, elle va avec le revolver au bord de la rivière, l'essuie soigneusement pour enlever toutes les empreintes et le jette dans l'eau. Quand elle pense que son père a eu le temps de rentrer à la maison,
Elle longe l'autoroute jusqu'au premier téléphone et compose leur numéro. Papa, tu viens me chercher. Je me suis enfui, viens vite. J'ai eu très très peur. Je suis sur l'autoroute 130, près du canal. Quand elle monte dans la voiture de son père, elle lui demande de but en blanc: Ils t'ont demandé beaucoup, papa? Oui, mais je leur ai donné 10 000 $ seulement. Je leur ai dit que je n'avais pas plus. Tu vas téléphoner à la police pour les récupérer? Demande-t-elle perfide. Oh, ma chérie, maintenant que tu es là, pourquoi aller voir la police pour si peu? Dis, papa, est-ce que j'aurai une voiture? Oh, tu sais, ma chérie, ça coûte cher. Oui, je sais, papa, mais avec l'argent que tu as économisé sur ma rançon, tu peux peut-être faire un petit effort. Parce que je ne voudrais pas risquer d'être kidnappé une nouvelle fois. Tu comprends? C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion et aujourd'hui de Laurence Bloch, telle fille, tel père. Chaque mois, vous pouvez découvrir de nouvelles histoires à suspense et elles sont dans la revue Hitchcock Magazine.